Bonjour, Laura et Aura. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis Aura Navarro, je suis d'origine vénézuélienne et j'habite à Montréal depuis une quinzaine d'années. Au Venezuela, j'avais fait mon bac en langue moderne et traduction. Puis ici, à l'Université de Montréal, j'ai fait mes études en maîtrise, les doctorats. Par la suite, j'ai commencé à enseigner à l'université et je suis traductrice aussi depuis une quinzaine d'années. Moi, je m'appelle Laura Pérez. Moi, je suis vénézuélienne aussi. Et j'habite ici à Montréal depuis 2010. Et je fais mon bac au Venezuela en langue moderne. Et c'était espagnol, français et italien. Et après, je fais une maîtrise en linguistique au Venezuela aussi. Et ici, à l'Université de Montréal, je fais un doctorat en études hispaniques. Depuis 1994, je travaille dans l'enseignement de l'espagnol. Mais on va commencer par le commencement. C'est quoi l'histoire de la langue? Une très bonne question. En fait, l'espagnol est une langue romane issue du latin, comme le français, le portugais, l'italien. Et il y a eu une influence vers le 5e siècle, une influence à cause des invasions germaniques. Plus tard, au 8e siècle, on va voir aussi l'influence musulmane. Et comme les autres langues romanes, l'espagnol a connu une expansion mondiale importante au 15e siècle, avec l'arrivée des Espagnols en Amérique, par exemple. Ouais. Vers le 18e siècle, oui, les grands procès constitutifs de l'espagnol vont prendre fin. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que la langue va avoir comme une certaine stabilité interne et externe. C'est l'espagnol qu'on parle à partir de cette époque, ce qu'on appelle l'espagnol moderne. Oui. C'est l'espagnol que nous connaissons aujourd'hui, que c'est une langue multinationale qui est regroupée en 8 normes majeures, c'est-à-dire il n'y a pas seulement un espagnol, il y a plusieurs façons de parler l'espagnol. C'est la deuxième langue maternelle au monde par le nombre de locuteurs. Et on dirait aussi que c'est une langue multidisciplinaire et internationale qui a un poids démographique et une extension géographique importante. Et c'est une langue de tradition littéraire et scientifique. Puis j'ai vu aussi qu'en 2050, ça va être la deuxième langue la plus parlée au monde. Le Centre Cervantes, oui, c'est une institution de l'Espagne pour l'étude de l'espagnol, dit qu'on estime que d'ici 3 ou 4 générations, à peu près les 10% de la population mondiale pourra communiquer en espagnol. Il y a grand intérêt pour l'espagnol. Ici au Canada et au Québec, depuis plusieurs décennies, on voit que la présence hispanophone évolue et continue à grandir. Montréal est devenue aussi la ville latino par excellence du Canada. Comment l'arabe a eu une influence sur l'espagnol? Oui, en fait, c'est à partir du 8e siècle avec l'invasion musulmane. Et on sait qu'à cette époque, il y avait beaucoup de connaissances qui ont eu une grande influence en Occident grâce aux connaissances musulmanes. En espagnol, on pense qu'il y a au moins 4000 mots d'origine arabe qui sont dans la langue. Les mots qui commencent par AL, par exemple, comme alberca, piscine, almohada, alcalde, des mots qu'on utilise à tous les jours. Il y a des spécialistes qui pensent que le mot hola et vient peut-être de Allah, au Dieu. Donc, c'est une salutation plutôt informelle qui fait partie de la langue, ou l'expression ojalá, qui veut dire qui vient de Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, c'est aussi une expression très courante en espagnol. Et beaucoup de connaissances aussi spécialisées, mettons en mathématiques, en algèbre, en alchimie. Donc, toutes ces connaissances arabes là, qu'on a héritées, puis
tous ces mots-là en conséquence, oui. Ouais, j'avais un cours d'histoire de la traduction, puis c'était Alphonse X, je crois, qui avait beaucoup voulu que ce soit la langue qui se partage et qui soit facile à prononcer. Oui, et c'est peut-être pourquoi avant on disait que c'était une langue facile à apprendre, parce que les systèmes c'est simplifié. Tout ce qu'on écrit, on le prononce. Et bon, il s'agit, je dirais, d'un système composé vraiment de 5 voyelles qui vont conserver la façon de se prononcer dans des différents contextes phonétiques. Alors, elles ne vont pas changer, ces voyelles-là. Elles vont maintenir la façon de se prononcer. Ça, c'est très facile, oui. Puis nous, en français, ben, on peut juste penser à oiseau, puis on se dit comment ça fait ce mot-là. Ça fait le mot W-A-Z-O, alors qu'il y a toutes les voyelles. Je dirais qu'il y a 2 choses que peut-être ne sont pas très faciles en espagnol du point de vue de la grammaire. C'est le fait que les sujets ou les pronoms personnels n'est pas obligatoire. Mais il y a beaucoup de contenu dans la terminaison du verbe. Oui, c'est là a beaucoup d'informations. Oui, on a la personne, on a les temps, on a les modes, etc. Et d'autre part, les structures de l'espagnol est vraiment très flexible. Il y a une phrase peut-être, vous pouvez m'aider à traduire, c'est en boca cerrada no entran moscas. Si on a la bouche fermée, les mouches ne peuvent pas entrer. Ici, le sujet, c'est moscas, oui. C'est le dernier mot de la phrase. Ça, ce n'est pas comme l'ordre naturel pour chercher un sujet. On va toujours aller chercher le sujet avant le verbe et placer au début de la phrase. Mais on pourrait aussi ajouter la difficulté, Laura, de ser y estar en espagnol, hein? Je ne sais pas si on arrive vraiment à résoudre le problème. Quand on parle de verbe ser y estar, la correspondance avec le français, c'est le verbe être. Il y a certaines fonctions qui sont plus exclusives. Et par exemple, le verbe ser est utilisé pour présenter quelque chose ou quelqu'un. C'est pour parler de la nationalité, de la religion, de l'heure, de la date ou de la profession, des événements ou des situations, des choses qui ne sont pas concrètes. Dans le cas du verbe estar, la fonction principale, c'est localiser des éléments concrets. Le problème, je pense que c'est quand on va décrire. On pourrait utiliser les deux. Ça va ajouter quelque chose à la signification. Alors, quand j'utilise le verbe ser comme une caractéristique qui appartient vraiment à la personne de laquelle je parle ou à l'objet que je décris, tandis que estar est utilisé pour parler des états, la conséquence d'un événement ou d'une condition qui est extérieure à l'individu. Ce sont des états qui peuvent changer. En traduction, il y a cette complexité aussi parce que au niveau de la compréhension, il faut que les sens soient bien compris par le traducteur. Est-ce que on utilise ser ou estar, puis ça a des sens différents. Donc, qu'est-ce que je vais traduire? Peut-être que le verbe posera pas de problème parce qu'on va toujours utiliser être, mais est-ce qu'on utilise à l'adjectif está feliz comme comme un état ou une caractéristique inhérente, ou c'est plus un état temporaire. Donc, c'est ces distinctions-là au niveau du sens, c'est important de saisir tous ces nuances-là de série star pour que la traduction soit exacte et reflète l'essence du texte source. Mais c'est quoi les avantages quand tu traduis de l'espagnol au français? C'est sûr qu'il y a un besoin au Québec là, de traduire vers le français. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Québec, donc que ce soit pour aux fins d'immigration ou aux fins d'intégration, donc faire les études, là, les études comparatives. Ou passer les tests pour conduire. Donc, il y a plein de besoins comme ça pour s'intégrer. Donc, il y a un besoin important de traduction et je dirais que les contrats sont nombreux. Le besoin est énorme et puis les contrats sont nombreux. C'est une bonne
ressources là, économiques pour un traducteur agréé. Mais il y a toujours le risque de faire des erreurs lorsqu'on ne travaille pas vers une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Donc, dans mon cas, je me fais réviser. Je pense aux faux amis. Hein? Est-ce que, tu sais, parce qu'il y a des similitudes morphologiques entre le français et l'espagnol et les langues romanes en général. Et c'est un piège pour le traducteur. Il faut vraiment se méfier lorsqu'il y a des mots qui se ressemblent. Est-ce que l'essence est le même? Il faut toujours se poser la question. On peut penser, mettons, aux faux amis partiels. Je pourrais citer un exemple, probar. Hein? Pourrait en français penser à essayer une robe ou goûter un repas, prouver un argument. Puis en espagnol, on va utiliser un verbe uniquement. Donc, en fonction du contexte, on va décider quel est les mots qui convient le mieux. On pourrait penser aussi à un autre mot comme adopter, adoptar. Donc, oui, c'est des amis, mais attention, dans le contexte des lois, en français, on va adopter une loi, mais en espagnol, on va aprobar, donc on va approuver une loi. Donc, il y a des petites nuances comme ça qu'il faut, il faut voir lorsqu'on traduit. Et il y a aussi les faux amis totaux, hein, ces mots qui sont similaires, mais qui ont un sens complètement différent. On pourrait penser à contestar, hein, contestar puis contester. Donc, attention, contestar, c'est répondre, puis contester, opponer, c'est objetar. Ou embarazo, embarras, hein, c'est des choses complètement différentes. Embarazo, c'est la grossesse, embarras, c'est une molestia. Donc, puis mon conseil pour les étudiants de traduction, c'est toujours aller regarder, il faut se méfier, aller regarder vos sources, le dictionnaire, lorsqu'on est pas certain, ou parfois lorsqu'on est très certain. Ah, attention, là aussi, il faut aller voir parce que le sens peut changer. Puis, ces similitudes morphologiques ne veulent pas dire que le sens est pareil. Donc, si je traduis vers le français, je me fais réviser par un autre traducteur agréé. Et si j'ai des doutes, je vais aller regarder, je vais aller consulter un francophone. Mais le besoin est là et c'est ça, il y a beaucoup d'opportunités de travail. Mais pareil, je pourrais penser à ces opportunités de travailler avec l'espagnol parce que je pense aussi qu'il faut souligner ça. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a les entreprises, donc des accords de libre-échange, mettons, entre le Canada et plusieurs pays hispanophones, le Chili, la Colombie, le Mexique, bien sûr, le Panama, le Pérou. Il y a aussi le côté coopération internationale. On sait que le Québec compte plus de 60 organismes de coopération internationale et une quarantaine se trouvent en Amérique latine. Donc, l'espagnol est très important. Les besoins de traduction sont là, des entreprises privées. Donc, c'est ça, c'est très important. Si on a l'espagnol en tant que francophone ou si on a le français en tant qu'hispanophone, c'est un atout pour les traducteurs. Donc, j'invite les gens à étudier l'espagnol puis à travailler sur cette belle langue parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là au niveau des travail, des contrats de travail. Est-ce que vous pouvez me dire les distinctions entre l'espagnol européen et celui américain? Il faut dire qu'il n'y a pas un seul espagnol américain et qu'il n'y a pas un seul espagnol d'Espagne. Mais c'est vrai, il y a une différence que tout le monde va reconnaître. C'est par exemple l'utilisation du pronom ustedes, que ça serait comme le vous pluriel en Amérique, tandis qu'en Espagne, on va utiliser vosotros. Mais en Espagne, vosotros pour le traitement plus informel et puis ustedes pour le
plus formel. Puis, du point de vue de la phonétique, il y a aussi un phénomène en Amérique qu'on appelle cécéo. On va prononcer C et Z comme S. On ne dit pas zapato comme en Espagne, on va dire zapato. On pourrait parler aussi de la variété lexicale parce que l'espagnol qui est arrivé en Amérique a été enrichi par le lexique autochtone. Donc, on pourrait penser à des mots comme tomate, chocolat, cacao, cacahuète, hein, des mots du quechua ou du nahuatl qui ont enrichi la langue. Et il faut penser à cette variété lexicale, par exemple, lorsqu'on traduit parce que dépendamment de l'origine du mot, ça peut dire une chose ou une autre chose. Donc, nous, en tant que traducteurs, il faut regarder ces mots dans son contexte et puis saisir l'essence de ces mots et traduire en conséquence ce qu'on veut rendre ce terme. Là, je pense à un exemple, torta. Hein, torta qui, au Venezuela, ça veut dire gâteau, un gâteau sucré là pour ta fête. Mais au Mexique, c'est un sandwich. Donc, ça peut changer comme ça d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on, quand on traduit, on parle d'un gâteau ou on parle d'un sandwich? Donc, c'est ces nuances-là au niveau lexical là, qu'il faut aussi tenir compte lorsqu'on traduit. Oui. J'ai aussi le mot popcorn en tête qui a beaucoup de traductions popcorn. Palomita de maíz, cotufas, gallitos. Quoi d'autre? Canchitas au Pérou, crispetas, rositas de maíz. Poporopopo. C'est peut-être le son que ça fait quand ça cuit. Il y a aussi la lettre N qui est différente. C'est comme un N avec une tilde sur le dessus. Sur la lettre, ça s'appelle virgulilla. C'était les écrivains qui voulaient comme gagner un peu de temps, donc ils mettaient ça lorsqu'il y avait des doubles consonnes, quelque chose comme ça. Donc c'est devenu, oui, c'est devenu voilà une façon plus rapide là pour écrire. Mais c'est vrai que c'est en fait le symbole là de la langue espagnole, mais du point de vue phonétique. Mais les sons existent en français. Donc, c'est pas si difficile de l'utiliser ou de l'apprendre parce que les sons existent déjà en français. Puis, à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres différences dans l'alphabet. C'est pas très différent de l'alphabet latin. Je pense que c'est difficile de prononcer R parce que le point d'articulation change complètement. R en français est postérieur, tandis que R en espagnol est antérieur. C'est un son qui va vibrer, une tension musculaire très particulière. Si je dis pero, mais en français, ça c'est une vibration simple, c'est une seule fois. Tandis que si je dis perro, ça serait chien, ça c'est multiple, c'est plusieurs fois. Puis on pourrait penser à plusieurs mots qui ont cette distinction, comme pera, perra, et cero, cerro, caro, carro. Puis ça change complètement le sens du mot, cette prononciation. À l'écrit, c'est plus facile de l'identifier, c'est sûr, parce qu'il y a un double R qui est écrit. Mais au niveau phonétique, c'est ça, il faut s'assurer de bien faire la distinction. Oui. En français, on fait la différence entre B, oui, et V, oui, tandis qu'en espagnol, cela n'a jamais existé, oui. Alors pour nous, ces lettres-là s'appellent B et UV. Puis ça nous oblige à penser à l'orthographe, parce que comme il n'y a pas de distinction phonétique, parfois on peut se tromper. Est-ce que c'est B ou V? C'est à l'écrit parce qu'il n'y a pas de distinction, donc il faut s'assurer voilà, de bien écrire les mots, de réviser au niveau de l'orthographe. Ouais. Je pense aussi comme à le jota.
Le G, c'est comme un H. C'est pour ça que vous utilisez ça pour rire. Exact. Tu as bien compris ça, ouais. On dit pas ja. Non, c'est ha, ha, ha. Ah, ah. On parle de l'alphabet, mais pourquoi on utilise des points d'exclamation et d'interrogation à l'envers? Mais c'est une bonne question parce que là, quand on pose cette question en salle de classe, moi, je réponds avec une question. Je dis, ah, mais pourquoi à l'envers, pourquoi ne pas penser qu'en français, il manque un signe d'exclamation au début? Hein? C'est une autre façon de voir ou un signe d'interrogation. Et en fait, il y a une raison pour ça. On appelle ça le point d'interrogation ou d'exclamation culbuté, c'est-à-dire celui qui ouvre la phrase et ça date du 18e siècle, 1754. Ça a été proposé par l'Académie espagnole et ça a été adopté graduellement quelques années plus tard. En français et dans d'autres langues comme l'anglais, l'allemand, on a cette ressource d'inverser verbe et sujet pour pour poser une question. Vous avez un chat, avez-vous un chat? Donc ça, c'est une belle ressource que vous avez en français, mais on n'a pas cette ressource en espagnol. Donc, ce qui a été proposé, c'est d'utiliser ce signe d'exclamation ou d'interrogation pour donner les temps justes à la phrase dès le début. Donc, c'est ça la raison pour laquelle on utilise ces points à l'envers, hein, à l'envers ou manquant en français. Je ne sais pas comment ça marche, oui, pour l'Académie française, mais je pensais à la Real Academia Española, oui, la Real Academia de la Lengua Española, que c'est une institution qui date de 1713. Pour moi, c'est une institution qui a su évoluer avec la langue. Mais il y a aussi les diccionarios de americanismos. Ouais. Ça, ce sont les académies américaines de la langue qui l'ont fait. On se sent comme représenté. C'est comme nous avec l'OQLF, l'Office québécois de la langue française. On a besoin de ça, justement, comme tu dis, la représentation de nos propres cultures. Et je pense que chacun a ses mentalités, puis chacun avance de sa manière. Puis finalement, quand est apparue la première grammaire? La première grammaire espagnole a été écrite en 1492 par Antonio de Nebrija. Ouais. Et bon, comme c'était souvent le cas pour les premières grammaires, il s'agit d'une grammaire dans laquelle l'auteur présente et explique les règles de l'art, c'est-à-dire les bons fonctionnements de la langue, et tout en faisant référence à l'histoire de la langue aussi. Et c'est très intéressant parce que Nebrija, dans sa grammaire, s'adressait à trois publics. Et les personnes qui étaient intéressées à apprendre la langue, plutôt d'étudier la langue, le travail qu'on fait en linguistique. Ça s'adressait aussi aux personnes qui voulaient établir comme les liens entre la langue, c'est-à-dire l'espagnol, et la langue latine. Et d'autre part, pour les personnes qui voulaient apprendre l'espagnol comme langue étrangère. Si on pense à la linguistique d'aujourd'hui, on trouve ces trois publics-là, oui, c'est comme cette division qui apparaît déjà dans cette grammaire de l'espagnol. J'avais vu aussi dans mon cours d'histoire de la traduction comment les missionnaires y ont fait beaucoup de dommages, évidemment, mais qui ont aussi fait beaucoup de dictionnaires et de lexiques et de grammaire, justement pour préserver les langues autochtones qui existaient. Puis ils ont trouvé un système d'écriture, donc... Oui, mais c'est ça avec l'arrivée de missionnaires en Amérique à la fin du 15e siècle, en 1492, la même année de cette grammaire. Il existait 1000 langues autochtones en Amérique.
Puis c'est sûr que l'arrivée des Espagnols puis des missionnaires en général a fait en sorte que beaucoup de ces langues disparaissent. Mais en même temps, il faut souligner le travail des jésuites au Paraguay et leur rôle dans la conservation de la langue autochtone, le guarani. C'est eux qui ont bien une langue qui était orale à l'époque, c'est eux qui ont décidé de prendre l'initiative d'écrire d'écrire une grammaire. Donc, ça a permis de garder la langue, en fait, une langue qui est officielle aujourd'hui même au Paraguay. Donc, oui, il y a eu beaucoup de dommages, mais il faut souligner le rôle important des missionnaires dans la conservation de certaines langues autochtones. Ils ont fait l'effort de laisser par écrit des traces d'une langue qui était vraiment à l'oral. Malgré toutes ces différences, je dirais que l'espagnol est vraiment une seule langue et la devise de l'espagnol est l'unité dans la diversité. Alors, on sait qu'on parle différemment, mais nous, les hispanophones, on se sent partie, on s'en connaît, on est partie d'une même communauté linguistique. Ben, merci beaucoup pour votre participation au podcast. C'est un plaisir là, d'être avec vous, avec toi, Annabelle, puis avec ton public, de partager notre expérience. Puis, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Laura et moi, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Puis on travaille ensemble sur un projet depuis 5 ans à peu près, l'enseignement de l'espagnol pour les aînés. L'institution s'appelle SELEC, Service linguistique d'espagnol au Québec. Donc, vous pouvez visiter le site web seleq.ca ou avec le même nom, notre page Facebook et LinkedIn.